Bienvenue dans Code Connexion, ça fait super plaisir de te recevoir. Merci de m'accueillir. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien. Moi je te vois pas par contre, hein. Là je vois juste le ninja. Je sais pas trop, là je vois ton interface et j'arrive pas à te voir. Bon, écoute, si tu m'entends, c'est déjà pas mal. Ouais, Et on va c'est pas faire comme mal. ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens, logiquement, te voient bien. Donc, tu es bien à l'écran. Et dans le chat, n'hésitez pas aussi à nous confirmer que tout fonctionne bien. Mais de ma fenêtre, tout a l'air d'être OK. Bon, en tout cas, écoute, c'est super sympa d'être présent ce soir. En vrai, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on avait planifié ce live, mais le temps que les agendas des uns et des autres s'accordent, eh bien, voilà, ça a lieu, ça a lieu aujourd'hui et c'est vraiment trop, trop cool. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas? Dire un peu qui Ouais, tu es, ce que tu fais, tout ça, quoi. ouais, bah carrément. Moi je m'appelle Jérôme. Du coup je suis responsable technique d'une boîte qui s'appelle OpenYama. Donc nous on fait de l'édition. Enfin en fait on a une société qui fait de la presta et on a une société qui fait de l'édition logicielle. Et on a créé la boîte du coup pour faire de l'édition logicielle pour porter le projet Yama CMS. Donc bon, ça fait un moment que je dev. Je suis plutôt spécialisé back quoi, globalement. Et puis C'est dans bien. l'équipe on est C'est voilà, bien. on est Bravo, c'est bravo. bien. Ici, on aime bien les dev back. C'est Donc, top. tu es comme à la maison ici, tout va bien. Merci. Pas d'inquiétude. Ok, ouais. Et donc, société de prestations, et puis vous avez monté, donc, si je comprends bien, une boîte pour pouvoir porter le projet Yama CMS. Et Yama CMS, ça n'est quand dans votre tête? À quel moment vous vous lancez dans l'histoire? Pourquoi vous vous lancez dans ce projet-là? Alors, Yama CMS, tu veux, c'est un projet qui a commencé à mûrir. En fait, nous, à la base, si tu veux, on fait vraiment du logiciel et on avait régulièrement des demandes pour faire du site web et ça nous embêtait en fait de faire des sites web avec des CMS, on va dire classiques, c'est-à-dire que on avait, en fait, souvent, on avait des demandes en fait pour des reprises de WordPress, ce qui nous posait souvent des soucis parce que bon, on n'aime pas spécialement cette techno. Et en fait, à l'époque, on a commencé à réfléchir avec quoi on pourrait bosser. On faisait aussi un peu de Drupal, ce genre d'outils, mais on se disait que c'était quand même pour faire de la vitrine, c'était un peu des usines à gaz. Et là, on a commencé à réfléchir à ce qu'on pourrait utiliser et on s'est intéressé un peu à tout ce qui était générateur de site statique. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, ah, il y a quand même un truc à faire, parce qu'on a un peu regardé du coup ce qui se faisait. On a commencé avec Jekyll à l'époque, à regarder un petit peu comment ça fonctionnait. Après, il y avait les Next, les Nux, tout ce genre d'outils. Et en fait, on est devenu fan de la techno, du statique, du coup, vraiment du feed statique. On trouvait que c'était vraiment des technos qui étaient hyper intéressantes parce que pour de la vitrine, en fait, c'est ce qui est le plus performant. Clairement, c'était ce qui marche le mieux. Et on a commencé à regarder un petit peu, du coup, comment on pouvait alimenter les générateurs de sites statiques. Parce que nous, on a un petit faible aussi pour Markdown. Je crois que tu aimes bien, il me semble que tu as une formation sur Markdown, non? Ça fait des mois que je dois la tourner, mais tu vois, elle est toujours pas tournée. En tout cas, dans ton catalogue, elle est présente, hein, il me semble. Oui, tu peux laisser un mail pour dire que tu es intéressé, mais pour le moment, j'ai tous les supports, mais je ne l'ai pas tourné. Ok. Et ben, tu vois, nous, on était fans de Markdown et on s'est dit, ah, c'est quand même cool cette techno, c'est le top. Et on s'est dit, bah, en fait, on a envie de pousser des sites statiques à base de générateurs de sites statiques et avec du Markdown. Et après, on a regardé un petit peu du coup tout ce qui était CMS et ce qui existait du coup à l'époque. Et en fait, on s'est rendu compte, voilà, il y avait des outils qui existaient, des CMS headless, type Strapi, ce genre d'outils. Et en fait, on s'est rendu compte que sur le marché français, il n'y avait que dalle, quoi. Et c'est de là qu'est née l'idée. On s'est dit, ah bah, pourquoi pas proposer un outil en fait à notre image et surtout faire un petit peu différemment des autres. Parce que du coup, moi je vous expliquais un petit peu après ce qu'est Yama CMS, mais nous on a vraiment fait le choix de faire un CMS headless Git-based
parce que justement, en fait, on avait quand même une volonté, c'était que les personnes qui utilisent l'outil soient complètement autonomes, si tu veux. C'est-à-dire que, en gros, l'ensemble de leur code, elle soit accessible depuis leur dépôt, quoi. Donc, c'était vraiment un truc qui nous tenait à cœur, et c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là, en fait. Hein. On est pas parti sur du pur headless API. On s'est dit, le Gitbase, ça fait le job, quoi, en fait, pour ça, quoi. Et voilà. Le pourquoi on a commencé à créer ce truc-là, c'est parce que oui, clairement, sur le marché, il y avait personne qui proposait, enfin, en tout cas sur le marché français, il y avait personne qui proposait ce type d'outil. Et du coup, voilà pourquoi on a initialisé ce projet. Ça marche. Ouais. Alors, juste une petite info pour ceux qui nous regardent. Nous avons un bug, nous n'avons pas les messages des gens sur YouTube. Donc, là, je ne peux pas fixer le truc en live. Donc, si parmi les gens qui nous regardent sur YouTube, par hasard, vous avez aussi un compte Twitch, je vous invite à aller sur Twitch parce que là, on aura vos commentaires. Je ne sais pas pourquoi ça bug, mais voilà, si vous avez des questions à poser à Jérôme, il faut que vous alliez sur Twitch. Voilà. Et on me dit que sur LinkedIn, il y a 5 minutes de latence. Bref, allez sur Twitch, ça sera plus simple. Désolé pour cette petite intermède. Jérôme, est-ce que tu veux nous faire une petite démo? Est-ce que tu veux que je mette ton écran dans le flux vidéo, puis que tu nous présentes un petit peu le produit? Ouais, carrément. Allez, c'est parti. Je vais nous mettre sur l'écran. Voilà, on voit ton écran et on voit nos deux cams à l'image. Donc, si tu veux nous présenter un peu le produit, comment il s'utilise, ce qui est possible de faire en fait. Hein. Ok, ça marche. Voilà, déjà, je vais commencer par vous parler un petit peu du produit en tant que tel, quoi. Donc là, ça, c'est notre site sur lequel, du coup, on présente un petit peu la plateforme. On est en train de la faire évoluer parce que là, du coup, à la base, on était parti sur une landing et on s'est dit, au final, on a pas mal de trucs à mettre en plus. Et du coup, ce truc-là va être fondu prochainement. Là, on va faire un truc un petit peu plus global et vous comprendrez pourquoi, parce qu'il n'y a pas tout à l'intérieur. On ne peut pas tout présenter parce que là, on commence à avoir un écosystème assez complet et la structure de ce site ne permet pas de refléter ce qu'on veut présenter. Donc, c'est pour ça qu'on va le reprendre, mais voilà, ça vous permet un petit peu de voir là, voilà. En fait, nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Yama CMS, c'est une plateforme de gestion de contenu et de déploiement de sites statiques. C'est-à-dire que notre objectif, c'est de prendre l'intégralité du site, enfin du cycle de vie du site statique en charge. Donc, on veut tout pouvoir prendre en charge. Donc on a un écosystème complet. Bon, je vais pas forcément vous présenter à travers ce truc-là, quoi. Ceux qui sont intéressés peuvent aller se rendre sur yamacms.com et regarder un petit peu. Ça permet en fait de donner un petit peu les grandes lignes en fait du projet. On a un public cible qui est plutôt axé développeur, mais on a un peu réorienté au final la cible sur le grand public. Pour le moment, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'outil est plutôt destiné aux devs, c'est-à-dire que je vais vous éviter cette partie-là, c'est toute l'initialisation du site sur la plateforme, où du coup, en fait, il faut brancher son dépôt Git à la plateforme, etc., etc. Il y a un formulaire à étapes qui permet d'enseigner un lot d'informations et d'initialiser l'outil. Je vais vous éviter cette partie-là parce que l'idée, c'est qu'à terme, vu qu'on veut aussi s'adresser au grand public, on puisse en fait faire cette étape avec en gros une seule étape, quoi. En gros, qu'on puisse initialiser l'ensemble d'un site. Je vous expliquerai un petit peu après ce qu'on veut faire, parce que là, pour le moment, pas tout est en place. C'est pour ça qu'on n'a pas tout finalisé. Mais vraiment, l'idée, c'est que Monsieur Tout le Monde puisse créer un site très facilement sur la plateforme, quoi. Donc là, on s'est un petit peu amusé. Voilà, il y a une petite animation un peu cool pour présenter un petit peu l'ensemble du projet et comment ça marche. Du coup, je vais vous montrer un petit peu l'interface du CMS, qui sera un petit peu vide. Hein. Du coup, on a créé un petit projet. C'est pas moi qui l'ai codé, c'est un de mes collègues. On a créé un petit projet Astro, parce que du coup, tu m'avais dit aussi qu'Astro t'aimait bien. Donc, ouais, je sais pas. Je suis pas dev front, mais les quelques fois où je fais du front, j'aime bien Astro. Ouais, donc je vous ai créé un petit dépôt Git là, sur lequel du coup on a branché déjà le CMS et du coup
On va commencer en fait à renseigner quelques infos à l'intérieur. Je vais vous montrer un petit peu l'interface du CMS et comment ça se passe, et un petit peu les différentes features et comment on prend en main un petit peu l'outil, quoi. Donc, comme je disais, nous, vraiment, notre objectif, c'est de générer du Markdown, quoi. Donc, en fait, la plateforme, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est agnostique. C'est-à-dire que nous, notre objectif, en fait, c'est pas forcément, du coup, de mettre les devs dans des cases. On sait que les devs, ils aiment bien bosser avec les technos qu'ils aiment bien. Il y a des gens qui sont fans de Next, il y a des gens qui sont fans d'Astro, il y a des gens qui sont fans de tout, quoi. Et aujourd'hui, voilà, Astro, il est en plein boom. Mais on n'en sait rien, quoi. Dans 5 ans, il y aura peut-être autre chose qui prendra le dessus, quoi. Donc nous, notre idée, c'est d'offrir l'opportunité aux devs de bosser avec les technos de leur choix, quoi. Donc ça, c'était vraiment aussi un choix qu'on a fait, c'était de proposer une plateforme qui est agnostique. Donc ça, j'avoue que c'était un petit challenge, parce qu'il y avait quand même pas mal de trucs à prendre en compte en fonction des spécificités de chaque générateur. Et du coup, voilà, je vais peut-être en passer un petit peu sur comment on a fait, mais je n'en trouverai peut-être pas tout parce que bon, il y a voilà, pas mal de trucs derrière et on n'a pas 3 heures. Et puis j'aimerais bien me concentrer un peu plutôt sur les grandes lignes et montrer aussi un petit peu l'avenir, quoi, c'est-à-dire vers quoi on va, quoi, parce qu'il y a pas mal de trucs qui vont arriver prochainement et qui sont plutôt cool et qui méritent d'être mis en lumière, quoi. Ça roule. Juste petite info, j'arrive à lire vos commentaires YouTube. Voilà, tu peux continuer. Au top. Parce qu'il y a pas mal de gens du coup sur YouTube. C'est là où il y a le plus de personnes, donc c'était un peu bête que je puisse pas les lire, mais c'est bon, là j'ai trouvé une technique pour lire les commentaires. Donc dans YouTube, vous pouvez vous manifester, ça y est, c'est bon, je vois vos messages, et si vous avez des questions aussi, je prendrai les questions, je les relayerai. Ok, trop bien. Du coup, là, ce qu'on a fait, c'est que dernièrement, là, parce que j'avais fait un stream il y a quelques temps là, sur une chaîne qui s'appelle PicBeam, où j'avais présenté un petit peu l'outil, et depuis, ça a pas mal évolué. Donc, c'est pour ça aussi que je voulais me focaliser sur ce qui a évolué depuis, pour vous montrer un petit peu les nouveautés. Et puis, parce que du coup, là, pour le moment, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en bêta privée. Donc, les gens qui veulent tester, il faut qu'ils nous fassent une demande. Donc, sur le site, il y a un call to action, vous pouvez nous demander des accès. Et on va passer en bêta public prochainement. Et du coup, on avait à cœur d'offrir l'opportunité aux gens qui utilisent la plateforme de pouvoir en fait, la prendre en main assez facilement. Donc, on a ajouté tout un système, là, je ne sais pas si tu connais Driver.js. Donc, qui permet voilà, de cibler certains endroits de ton interface. Ah oui, d'accord, pour venir les sélectionner, les mettre en avant, etc. Et en fait, on a toute une petite présentation comme ça qui explique un petit peu le fonctionnement de l'outil. Parce qu'à la base, on avait toute une doc, mais la doc, pour info, les gens qui vont sur la doc, elle n'est pas à jour. Donc, vous verrez des anciens écrans, etc. C'est l'Arlésienne, la doc. De toute façon, c'est la souffrance des devs, c'est de tenir la doc à jour. C'est ça, c'est hyper complexe. Et en fait, on s'est dit, parce qu'en plus, la doc, on l'avait orientée utilisateur final et dev, et on s'est dit, putain, c'est pas ça qu'il faut faire, en fait. L'utilisateur final, il va pas se balader entre différents onglets, et d'où ce type d'outil là qui permet vraiment en fait de poser des petites infos pour l'utilisateur final pour qu'il arrive en fait à s'y retrouver, quoi. Donc là, ça explique un petit peu du coup les différentes fonctionnalités de l'outil. Et on a intégré aussi là, tu vois, un système de quêtes en fait qui permet de gamifier un petit peu la découverte de l'outil, et qui te permet, au fur et à mesure que tu enclenches certaines features, d'acquérir des points, quoi, et des petites étoiles, ce qui permet un petit peu d'animer le truc et de rendre la découverte un petit peu plus sympa, quoi. Ok, ouais. Donc là, voilà, ça passe les différents écrans. Tu vois, il y a le dashboard, on parle de la sidebar, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la sidebar, en fait, on va pouvoir venir l'alimenter avec la définition de type de contenu, etc. Mais je reviendrai dessus après. Donc, tu vois, on parle un petit peu de tout ce qu'il fait. Voilà, hop, il y a un truc important à savoir, c'est cette petite barre là d'action. Donc, ça, c'est un choix qu'on a fait. C'est aussi de mettre en avant, du coup, les différentes actions que tu peux effectuer. C'est-à-dire pouler ton dépôt, changer ta langue, changer d'environnement, exécuter des tâches dans certains environnements, voir ton site, etc.
Donc ça, c'était important à le mettre aussi en avant. Tu vois, on fait tout un petit laïus pour expliquer un petit peu ce qui permet de faire. Parce que ce qu'il faut savoir, Je c'est que rebondis, du coup, vous gérez les multiples environnements, j'imagine, pour ceux qui veulent un environnement de dev, de staging, de machin. alors pour le moment, alors ça c'est un truc qu'on va faire, c'est que vraiment on va pouvoir gérer multi-environnements. Pour le moment, par défaut, tu n'as que 2 environnements, donc tu as la preview et la prod. Ok. Mais à terme, ouais, effectivement, l'idée c'est que tu puisses configurer un environnement de dev, ce que tu veux ou n'importe, pour que tu puisses en fait, du coup, visualiser en fonction de ton environnement, quoi. Donc voilà. Donc là, les petits paramètres administrateurs, la gestion des logs. Du coup, je reviendrai sur la CI, parce que je sais que tu aimes bien tout ce qui est toute la partie DevOps, etc. Donc je ferai un petit laïus là-dessus pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce truc-là. Voilà, c'est vraiment un truc qui est assez sympa qu'on a mis dernièrement là en place et qui permet vraiment de découvrir un petit peu la plateforme, on va dire, de manière un peu plus interactive, un peu plus sympa. Donc ouais, je t'ai dit que c'était agnostique. Tu sais, je me suis fait une petite feuille de route quand même Pour garder le fil. Ouais, c'est ça. Et tu vois, justement, j'ai bien fait parce que tout à l'heure je parlais de plateforme agnostique, j'ai vachement, enfin en tout cas, je vous ai parlé de tout ce qui était SSG. Mais en fait, la partie agnostique ne se passe pas qu'au niveau SSG, elle se passe aussi au niveau CI. Donc en fait, les devs qui veulent utiliser la plateforme, ils peuvent aussi choisir d'utiliser GitHub Action, GitLab CI ou notre propre microservice de CI. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai configuré par défaut sur GitLab CI. Donc en fait, il a exécuté une tâche là tout à l'heure pour un déploiement en prévisualisation du petit projet Astro. Et on voit que sur GitLab CI, c'est assez long. Mais tout à l'heure, je vous referai une petite démo. On va créer un contenu et on va le déployer pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, avec GitLab CI, c'est un tout petit peu plus long qu'avec notre propre plateforme parce que du coup, il y a toutes des étapes qu'on peut squeezer. C'est un petit peu plus performant, quoi. Donc voilà. Donc, il y a un des objectifs de la plateforme, c'est aussi de promouvoir tout ce qui est standard, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a fait le choix de pouvoir, en gros, override le modèle de données qui est supporté par défaut par la plateforme. C'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, en fait, on a toute une notion de type de contenu, un peu à la WordPress, où tu peux créer par défaut, en fait, tu vas initialiser 2 types de contenus qui sont les pages et les posts. Ok, ouais. Et une taxonomie de type catégorie, quoi. Donc ça, c'est par défaut, c'est automatisé. Ça te permet de le créer. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, tu as tout un système qui permet en fait d'avoir une config par défaut pour les devs qui veulent réutiliser une config, quoi. Et sur les features qui viendront après, je vous expliquerai un peu. Il y en a peut-être qui voient déjà un peu où je vais en venir, mais ça, c'est un truc qu'on a déjà mis en place, mais qui va permettre de gérer ce qu'on appelle des thèmes, quoi. Donc on a imaginé tout un système aussi qui permettra de prendre en charge les problématiques de thèmes, en fait. Donc là, juste pour illustrer la partie JSON schéma, du coup, en fait, par défaut, si je vais dans une page, si je vais un petit peu dans l'interface, là, je vais te faire voilà, on peut créer une page test. Là, tu vois, j'ai une petite quête qui s'est débloquée. Donc là, il me disait définir le titre de mon contenu. Et du coup, si j'ouvre le guide, attends, là, je suis sur le guide. Ouais. Ok, donc là, j'ai toute la petite information qui arrive et on voit qu'on a débloqué une nouvelle quête. Donc là, c'était juste pour vous montrer un petit peu le système de quête. Donc là, je suis en train de créer un contenu, tu vois, une page de type test. Je vais enregistrer et on va aller voir, tu vois. Donc là, j'ai créé un premier contenu et j'ai encore débloqué une nouvelle quête. Hop. Donc vous avez tout un système, bon, je ne vais pas vous les montrer, mais voilà, il y a tout plein de petites tâches que vous pouvez faire pour découvrir les différentes fonctionnalités du site qui vous permettent de débloquer du coup ces petites quêtes, quoi. On s'est un petit peu amusé. Hein. Ouais, mais bon, ça te permet de découvrir petit à petit les fonctionnalités. Ouais, c'est ça, exactement. C'est bien. Ouais, c'est assez pratique. Donc, en fait, on a vraiment essayé de simplifier la compréhension de la plateforme à travers justement la découverte des fonctionnalités très les quêtes et à travers du coup des tutos entre guillemets là, avec l'outil driver, ce que je disais tout à l'heure, quoi. Donc là, si on regarde un petit peu,
j'ai créé en fait j'ai créé une page en fait et on voit là, je me balade dans le dépôt du coup de code et on voit qu'il y a un nouveau fichier qui a été créé au format Markdown là, qui se trouve du coup dans content. Où c'est que tu es, petit content source content? Et pourquoi je l'ai pas? C'est l'effet démo, sinon c'est pas drôle. Ah, elle est là. C'est moi, je ne vois pas. Oui, bon, il y aura peut-être un problème ou deux. Écoute, la dernière fois, ça va, c'était nickel, tout s'est bien passé. Écoute, on verra si tout se passe bien. Donc là, on voit qu'il y a bien un petit fichier Markdown qui a été créé avec du coup un ensemble de métadonnées en fait, Ok, ouais. voilà, qui te permettent de définir un petit peu le contenu. Du coup, je disais ça. Ouais, hop. On ira voir un petit peu après ce qui se passe. Hop. Mais c'était surtout pour vous montrer les front matters. Pourquoi? Parce que du coup, ce que je disais tout à l'heure, en fait, tu peux venir en fonction de tes problématiques du coup que tu as client. Tu vas peut-être avoir besoin de données complémentaires, quoi. Donc en fait, on a fait le choix du coup d'utiliser JSON Schema pour venir en fait personnaliser du coup les front matters. Donc en fait, ça permet quand même d'utiliser des standards. Et là, on a développé tout un outil en fait qui permet de customiser ton modèle avec un éditeur visuel. Donc tu peux rajouter des types, quoi, tu vois, par exemple un type texte. Voilà, hop. Ouais, c'est vrai que c'est bien le JSON Schema. Ouais, c'est assez pratique parce que du coup, tu vois, tu as des contrôles assez fins sur la longueur, tu peux rajouter des contraintes, tu peux spécifier s'ils sont require, etc. Et en fait, derrière, ce qu'on utilise, c'est, je ne sais pas si tu connais, c'est RJSF. Non. RJSF, en gros, c'est un module React qui a été initialisé, je crois, si je ne dis pas de conneries, par Mozilla, qui a été, du coup, qui est plus maintenu par Mozilla, mais qui est initialisé par Mozilla, et en fait, qui permet de générer des formulaires, en fait, une visualisation de formulaires en fonction d'un schéma et du schéma. Okay, ouais. Donc là, tu vois, c'est ce qu'on voit ici, là. En fait, tu as automatiquement la prévisualisation de ton formulaire qui va apparaître. Donc, en fait, quand tu viens rajouter des champs, tu vas pouvoir visualiser en fait le rendu du formulaire pour l'utilisateur final. Donc, on peut rajouter, tu vois, n'importe quoi. Si je veux rajouter un booléen, tu vois, je peux le rajouter là, et puis je vais avoir en fait le type de sortie. Hop, lui, properties, du coup, tu peux dire qu'est-ce que je veux comme type de widget. Je veux un radio, un select, par exemple. Et ça te permet en fait de visualiser du coup le formulaire que tu vas proposer pour ton utilisateur. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'éditeur visuel, il permet de couvrir quand même une grande partie des problématiques, mais pas toutes. Par exemple, les schémas conditionnels. Tu connais peut-être les schémas conditionnels, du coup, qui permettent en fait de construire des objets en fonction de conditions. Ouais. Tu vois, tu vas renseigner une première donnée avec un enum, et puis en fait, il va construire ton formulaire de manière dynamique. Et typiquement, l'éditeur visuel, pour le moment, ne permet pas de gérer ce type de choses. Donc du coup, tu vois, là, je vais déjà enregistrer mon schéma. Ah bah regarde, j'ai encore débloqué une quête. Et tu vas pouvoir venir switcher de mode en fait. Switcher de mode pour du coup voilà, avoir un éditeur JSON classique dans lequel tu vas venir en fait bourrer ton schéma, quoi. Et du coup là tu as justement lui schéma qui est spécifique à RJSF. Donc ça c'est pas standardisé, mais RJSF on va dire que c'est clairement la référence, quoi. Oui, donc finalement c'est presque une espèce de standard de fait quand tu essayes de faire ce genre de choses. En tout cas, vu que le produit cette partie-là s'adresse aux devs, logiquement, il devrait s'en sortir. C'est ça. Oui, c'est ça. On a quand même opté pour un éditeur visuel parce que du coup, c'est vrai que la première fois que tu mets le nez dans JSON Schema, bon, tu te dis, oh là, qu'est-ce que c'est? Et encore, ils ont revu la doc, mais à un moment, la doc était assez imbitable. En tout cas, il fallait vraiment se plonger dedans. Et pour les gens qui ont envie de faire quelque chose assez rapidement, ils n'ont peut-être pas envie d'étudier tout le standard. Et du coup, on s'est dit que c'était une bonne opportunité en fait de proposer un truc assez simple en fait à mettre en œuvre pour les devs, quoi. En tout cas, ouais, c'est une bonne idée. Hein. Tu sais, c'est rigolo ce que tu me dis là, parce qu'il y a un peu plus d'un an sur un projet sur lequel je bosse aujourd'hui, on voulait offrir la possibilité à nos utilisateurs de créer des formulaires custom pour leurs propres clients à eux, quoi.
Ouais. Et on a fait le même choix que vous, d'utiliser JSON Schema pour stocker la définition du formulaire, entre guillemets, quoi. Donc, Ouais, bah ouais. Non, mais c'est clair que en tout cas, moi, c'est vraiment un outil que j'utilise régulièrement sur pas mal d'applications, même pour des clients, parce qu'on trouve que ça amène vraiment un truc. Enfin, en tout cas, c'est moins complexe, quoi. En fait, tu n'as plus besoin, par exemple, si tu utilises Symfony, bah, tu n'as pas besoin de recréer des nouveaux formulaires, quoi, en fait, quoi. tout à Tu fais fait, ouais. tout via de la config et c'est hyper intéressant, quoi. Donc là, tu vois, on est sur le type de contenu page qu'on avait tout à l'heure. Et là, ce qu'on voit au final, c'est notre petite page. Et là, on va avoir du coup toutes les champs personnalisés en fait, qui vont venir s'ajouter, quoi. Et si on vient Et ça, là, rajouter c'est tous des champs qui vont dans le front matter en plus du contenu en tant que tel, quoi. exactement, Ok, ouais. exactement. Je vais te faire un enregistrement et puis on ira voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté. Ok, donc je reviendrai un petit peu après sur justement la notion de standard qu'on trouve vraiment intéressante, mais je vous en parlerai un petit peu après. Du coup, là, normalement, en fait, si on regarde ce qui s'est passé, tu vois que tu as des nouveaux types qui sont arrivés. En fait, tu vois. Donc là, on a renseigné un texte. Bon, je me suis pas emmerdé à nommer les propriétés, mais là, on voit bien qu'on a une nouvelle donnée qui arrive, quoi. Donc voilà, ça c'était un truc qui était intéressant à montrer parce que ça c'est vraiment un parti pris qu'on a eu, c'est de dire bon bah nous ce qu'on veut c'est quand même donner l'opportunité aux gens vu qu'on s'adresse quand même à un public de dev quoi, Ouais. de personnaliser quoi les données qui vont pouvoir sortir derrière, quoi. Tiens, j'en profite. J'imagine que dans le produit, vous pouvez différencier l'accès, le dev qui paramètre le CMS pour brancher sur les Ouais. bons trucs de son front matter, pour son site, son générateur de site qui s'attend à trouver telle et telle chose dans le front matter. Et l'accès, on va dire, des personnes qui vont alimenter le site, qui, eux, j'imagine, Ouais. n'ont pas accès à toute la partie customisation des formulaires et compagnie, quoi. Exactement, ouais, c'est ça, exactement. En fait, tu as une notion d'utilisateur, donc en fait, tu peux en fait inviter des personnes à collaborer en fait sur le site. Et effectivement, ils ont un rôle, donc tu as des rôles d'admin, d'éditeur, etc., les trucs un petit peu classiques. Ce qui permet justement typiquement, tu vois, toute la notion de log, de configuration qui ne sera pas accessible pour un éditeur, quoi. Ouais. Là, c'est vraiment l'administrateur du site qui aura accès en fait à la configuration du site, quoi. Pareil, voilà, tu as des rôles un peu moins évolués où tu as des gens qui peuvent que créer les contenus et pas publier le site, Ok. ce genre de choses. Mais ouais, tu as vraiment une notion de rôle, quoi, utilisateur. Du coup, attends, là on a regardé un petit peu ça. Ouais, alors je voulais te montrer juste aussi en rapide. Là, je sais pas si tu as vu, mais j'ai balancé une image en fait à l'intérieur. Là, donc en fait, on a fait aussi le choix de poser une médiathèque en fait Ok. de manière permanente en fait dans l'interface pour que tu aies une liste de médias en fait qui soit là en fait et qui soit visible en Ah, donc permanence. à tout moment, tu peux aller piocher dans ton dépôt d'images et puis le mettre dans ton contenu, quoi. Exactement, avec un système de recherche un petit peu classique, mais tu peux balancer tout type de médias. Tout ça, en fait, nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on marche avec une infrastructure OpenStack. Ok. Donc, en fait, tous les médias que tu vas venir uploader dans ta médiathèque, ils seront dans un bucket. Tes environnements, c'est des buckets, et ainsi de suite, en fait, quoi. Ok. C'est pour ça que je te disais, après, on aura plusieurs environnements, et en fait, à chaque fois que tu crées un nouvel environnement, il faudra associer un nouveau bucket, Ok, etc. ouais. Parce que tout à l'heure, tu disais, c'est vrai que c'est un des avantages d'avoir un CMS Git-based, c'est que finalement, vos clients sont propriétaires du code et de la donnée, etc., etc. Mm. Par contre, pour les fichiers, du coup, ils sont chez vous. Alors, ouais. Alors, nous, là, on l'a pas encore fait. Mais ce qu'on veut faire, en gros, c'est qu'un bouton d'export de l'intégralité de la médiathèque. En Ok, gros, ouais. tu vois, c'est un truc à la con. Et en gros, c'est récupérer mon bucket, hop, ça te fait un fichier zip, et puis hop, tu récupères, et puis tu télécharges tout ce que tu Ça veux, et marche, puis ouais. Ok, terminé, ok, quoi. ouais. Comme ça, tu peux partir, et il n'y a pas de problème, en fait, particulier, quoi. Toi, où je me disais, quelqu'un qui aurait déjà un bucket S3 chez un fournisseur quelconque et qui souhaiterait migrer son site chez vous, toi, je me demandais est-ce qu'il peut brancher son S3, mais de ce que je comprends, non, il faut vous l'envoyer sur votre infra, quoi.
Alors, non. Ouais, justement, ça, c'est un truc. En fait, ça, tu pourras, tu auras la main dessus. Ok. Je reviendrai dessus justement quand je te parlerai de toute l'architecture en microservices. Parce que ça, c'est pareil, c'est un truc on veut laisser la main en fait aux personnes, c'est-à-dire pareil, qu'ils puissent exploiter leur propre bucket pour pas Hmm. être emmerdés. Pour le moment, par contre, on sera compatible principalement avec, en tout cas, si tu veux que ça marche, on va dire, direct, euh, ça fonctionne plutôt avec des buckets OpenStack. Mais en fait, ça ne poserait pas de problème d'être sur un S3, quoi. Il n'y a pas de, il y a Ok. pas de, il y a pas de souci particulier. Mais bon, là, pour le moment, en fait, si tu veux, dans les manifestes de CI, on a tout fait pour que ça fonctionne avec de l'OpenStack. Ok. Mais un dev chevronné n'aura pas le problème en fait, à adapter les scripts pour aller taper sur du S3. Ok. Après, peut-être pas sur la médiathèque dans un premier temps, parce que là, du coup, moi, ça me demanderait de mettre des adapteurs. Mais c'est ce qui est aussi prévu, c'est qu'à un moment, en fait, on puisse typer les buckets Hmm. et que moi, je puisse switcher d'adapteur en fonction du bucket qui est utilisé pour dire, allez, vas-y, c'est bon, t'as un S3, je te balance dans Ouais, ton ouais. S3, j'utilise tes Ouais, API. tu crées l'abstraction entre ta Exactement. bibliothèque et puis le stockage Exactement. réel. Je ne sais pas si tu l'as dit ou pas, mais vous, votre back-end, là, c'est orchestré avec une application Symfony, hein, si je ne dis pas C'est de ça, bêtises. ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est du Symfony et du API Platform, et après, sur tous les modules, on est sur du React. Ouais. Ok, ça marche. Donc là, ouais, tu vois, par exemple, on a un petit système de retouche d'images. Du coup, tu peux venir cropper tes images, les transformer, etc. Donc pour le moment, on n'a pas mis énormément de filtres, hein. On s'est contenté de l'essentiel parce que ça, c'était pareil, un petit truc qu'on a fait rapide. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, en fait, tu as du Tumblr. Je sais pas si tu connais le service Tumblr. Non. Donc, en gros, c'est un outil qui te permet de générer de l'image à voler et qui est tout piloté via API, en fait. Ok. Donc, en fait, ça te permet de générer des images à la volée, tu vois. Et nous, en fait, ce qu'on stocke dans le bucket, c'est seulement l'image originale, en fait. Hmm. Et on va venir, du coup, call l'API de Tumblr pour générer l'image. Et l'utilisateur, en fait, automatiquement, il peut exploiter cette image, quoi. Il y a pas de problème, quoi. Tu Et vois, là, après, l'image. c'est une URL chez le service Tumblr. Exactement. Ok, j'imagine qu'eux, ils ont un Exactement. CDN et tout le tralala pour que ça soit rapide et Alors compagnie. là, c'est pas chez Tumblr, c'est nous-mêmes Ok. qu'hébergeons, parce que nous, du coup, voilà, on a vraiment l'infrastructure qui est en mode microservice, et du coup, on a une instance d'un Tumblr. Mais si tu veux, en fait, tu peux assez facilement dire à un moment, je me casse, parce qu'après, tu as des URL qui sont générées en Tumblr. Et du coup, tu peux assez facilement juste switcher l'URL pour dire, OK, moi, je mets ma propre instance de Tumblr, Hmm. et du coup, ton truc fonctionne tel quel, quoi, tu vois. Ok, ok. Il n'y aura pas de problème particulier, quoi. Bon, et après, il y a juste un petit système avec une petite clé à passer au milieu, etc. Vraiment, bon, c'est assez facile, en fait, à migrer. Il y a pas de problème Ça particulier. marche. Ouais. Donc, nous, c'est vraiment notre objectif, quoi. C'est vraiment de donner, je te disais, l'opportunité aux devs de pouvoir. C'est pas, nous, notre objectif. Ah bah merde, je vois pas l'euro. Je veux voir l'euro, tu vois, en fait, ça te génère comme ça, en fait, une URL à la con. Ouais. Euh, donc ouais, je te disais qu'il y avait Tumblr là, qu'on utilisait ce système-là qui permettait en fait de générer des images à la volée. Ouais. Ce qui est assez intéressant en fait, parce que du coup dans ton bucket, tu stockes seulement l'image originale, et après on vient générer des URL à la volée avec Tumblr, quoi. Et du coup, c'est assez intéressant, quoi, comme système, quoi. Donc nous, on a construit en fait tout notre module autour de ce truc-là. Et en fait, quand tu viens t'amuser en fait à appliquer des filtres, etc., horizontaux, enfin voilà, des flips, des rotations, tu pourrais très bien appliquer voilà, un gris un effet gris noir et blanc sur ton image. Il y a pas de problème, en fait, quoi. Hmm. Donc ça, voilà, il faudra qu'on rajoute quelques filtres en fonction des besoins. Mais là, c'est comme ça que ça fonctionne sur ce petit module. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la petite partie médiathèque, et tu peux balancer un petit peu ce que tu veux dedans. Donc je ne vais pas rentrer dans tout. En fait, je ne vais pas vous montrer toutes les features parce que sinon on en aurait pour des plombs. Ouais, ouais. Mais bon, là tu vois qu'il y a des petits onglets, abréviations, définitions, etc. On s'est un peu amusé en fait sur certaines choses, quoi. Du coup, ce que je disais, c'était que nous, on voulait promouvoir vraiment aussi le standard. Et là, tu vois qu'en fait, on a un CK Editor. Du coup, je ne sais pas si tu connais CK Editor, Si, quoi. ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est assez classique.
Euh, et du coup, ce qui est intéressant avec cet outil-là, c'est que du coup, ça nous permet de générer tout un lot en fait de petites fonctionnalités qui vont te générer les sorties en format Markdown et tout. C'est assez cool. Et en fait, on s'est dit, c'est cool, mais ça va pas assez loin. Et en fait, on a un truc là qu'on veut mettre en place, on a appelé ça les snippets. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir, en gros, que le dev puisse dire dans le CK, je veux proposer par exemple un petit lecteur YouTube, etc. En fait, en plus pour l'utilisateur au sein de son contenu, ou même, tu vois, une galerie, n'importe quoi, ce qu'il veut, quoi. Et qui puisse en fait le paramétrer. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, on va encore réutiliser ce qu'on utilise comme d'habitude, en fait, de la donnée structurée grâce à JSON Schema. En fait. Donc, le dev pourra configurer un schéma pour dire, OK, moi, j'attends tel type de données. Et il pourra développer son petit web component ou du coup, si on fera quelque chose qui est assez soutenu, alors à la base, on voulait vraiment le rendre compatible pour vraiment promouvoir le web component, mais on s'est dit, on a eu une demande d'ailleurs d'une personne qui nous disait, moi j'aimerais bien utiliser les blocs code sous Nuxt, si je dis pas de conneries, justement pour pouvoir ajouter en fait derrière, exécuter du code pour pouvoir afficher des choses de manière un peu plus dynamique. Et du coup, en fait, nous, l'idée, c'est vraiment de le rendre, entre guillemets, modulable pour dire, OK, tu veux utiliser du web component ou tu veux utiliser du bloc code, etc., que tu puisses le faire et qu'en fait, ça vienne t'injecter ça à l'intérieur de ton contenu et que toi, en sortie, quand tu viens mouliner le bousin dans ton SSG, que ça puisse te générer autre chose, quoi. Donc, ce qui permettrait d'ajouter des composants en fait, à l'intérieur de ton contenu directement. Un peu à la MDX, en fait, si tu vois le délire. Ouais, tout à fait, ouais. Voilà, où tu déclares tes composants React au sein de ton Markdown, c'est un peu le même truc, mais en fait un petit peu plus souple en disant en fait tu pourras faire du MDX, tu pourras faire du web component, tu pourras faire du bloc code, tu pourras faire ce que tu veux, quoi. Juste pour info, ce truc-là, on va le faire. Il n'y a pas de souci, on le fera. Mais on a revu un peu la roadmap. Et il y a des trucs qui nous semblent plus importants à mettre en place parce que là, c'est vraiment, on le fera parce que nous, on a des clients qui en ont besoin. Donc, on va le faire. Mais là, on a d'autres choses qu'on a envie de tester en fait avant aussi, et qui nous semblent en fait beaucoup plus importantes. Et j'en parlerai après parce que c'est à mon avis c'est une opportunité qui est assez intéressante à saisir aussi, quoi. Donc ce que je disais, voilà, pour résumer un petit peu l'idée, nous c'est vraiment notre philosophie avec cet outil-là, c'est la liberté en fait pour les développeurs, quoi. Vraiment, c'est notre objectif, c'est qu'ils puissent faire des choix techniques en fonction de ses besoins. Que ce soit autant au niveau de la CI qu'au niveau de son SSG, etc. Il peut utiliser des features de la plateforme, il peut venir câbler à d'autres choses, il n'y a pas de problème. On a aussi à cœur de dire que c'est une solution en fait, qui est développée en France, quoi, d'accord, à 100% en France, donc on n'a rien sous-traité, quoi. On a sous-traité des parties graphiques, tu vois, par exemple, ça c'est quelqu'un avec qui on travaille qui nous a fait les maquettes, là. Ouais. On n'a pas internalisé cette compétence. Au sein d'OpenYama, on n'a pas internalisé la compétence web design, mais par contre, on bosse avec des prestats locaux, en fait. C'est vraiment un truc qu'on veut aussi promouvoir, quoi. Et puis aussi, dans le choix d'aller sur quelque chose dans la génération de sites statiques aussi, ça fait partie de votre communication aussi, c'est de promouvoir un web qui soit un peu plus raisonnable et responsable en termes de consommation de ressources, quoi. C'est-à-dire que balancer un gros back-end, une base de données pour servir 4 pages et 10 articles, peut-être c'est pas forcément, c'est pas toujours c'est pas très judicieux. Voilà. Alors nous, en fait, ça a été compliqué pour nous parce que c'était pas forcément un positionnement qu'on voulait prendre en fait à l'origine. La partie sobriété, mais en fait quand on en parlait autour de nous, c'est vrai que la plupart du temps les gens ils nous disaient mais c'est à ça que ça sert votre outil, et on a dit ok, donc en fait on l'a mis au sein de notre com, mais pour nous l'avantage du site statique avant la sobriété, c'est clairement les performances et la sécurité principalement. Oui, c'est ça. Donc, clairement, voilà, nous c'est de notre point de vue au niveau technique le plus intéressant avec ces technos-là, c'est la sécurité, quoi. Moi, c'est clair que, tu vois, de mon point de vue, quand j'ai besoin de lancer un petit site informatif, tu vois, un blog, un truc comme ça, pour avoir l'esprit tranquille, ne serait-ce que juste pour pouvoir se dire, il n'y a rien qui peut se faire péter par quoi que ce soit, c'est du statique, donc c'est des fichiers, point. Qu'est-ce qui peut se passer? Pas grand-chose. Rien que pour ça, le site statique, quand même, tu dors tranquillement la nuit en te disant, bon, mais voilà, il ne va rien se passer, quoi.
Ouais, c'est assez intéressant. Bon, tu vois, j'ai une petite anecdote un peu cool là-dessus. Bon, tu m'as dit que c'était chill, donc je me Ah, oh, tu peux y permets. aller, hein, c'est chill, il n'y a pas de Tu problème. vois, j'ai un copain qui parlait en fait justement avec un prospect qui lui expliquait bah, justement ce que c'était le statique, etc. Parce qu'ils avaient besoin d'un site vitrine et du coup il leur expliquait ce que c'était le statique. Et eux, ils connaissaient, tu vois, les CMS classiques, WordPress, ce genre de choses. Et en fait, ils comprenaient pas forcément ce que c'était le statique. Et en fait, bon, dans la conversation, on leur dit, ah, bah voilà, nous, on aimerait bien à peu près que ça soit comme ce site-là. Et en fait, ils se connectent sur le site et tu as une grosse erreur SQL, enfin, tu vois, Parfait. impossible de se connecter à la base. Le meilleur argument que tu puisses avoir, quoi. Enfin, tu peux pas faire mieux, quoi. Ils ont fait, ah, ok, d'accord, ça sert à ça, en fait. Oui, bah, C'était cette notion parfait. de... C'était prémédité, en fait. C'était Parce que parfait. c'est eux en plus qui sont allés sur le site, c'est même pas lui, quoi. Et c'est ça qui est fou, quoi. Et là, en fait, oui, tu comprends mieux que bah, tu as moins de dépendance, etc. Qu'au final, effectivement, quand tu parles de la Jamstack de manière globale, effectivement, c'est assez complexe à prendre enfin, à le conceptualiser. Mais en fait, en sortie, c'est simple. Et ce qu'il faut regarder, c'est quoi la sortie, en fait. Et la sortie, c'est simple, c'est ce que tu dis, des fichiers, quoi. Et tu peux pas faire plus performant que ça, quoi, en fait, quoi. Ah Et ben, c'est pour ça que, moi, c'est voilà. vrai que quand j'ai commencé à m'intéresser au site statique, moi, je crois que les premiers trucs que j'avais testés, c'est avec Jekyll et Hugo, puis maintenant, je suis sur Astro, mais ce que j'adore avec du Astro, quand vraiment tu fais de base, c'est que tu as du HTML et du CSS. Tu n'as même pas de JS C'est des fois. ça. Ouais, ouais, Et je me dis, putain, ouais, à déployer, c'est juste un bonheur, en fait, parce qu'il y a rien, en fait. Donc, c'est ça. c'est quand toute la journée, tu manipules des backends sophistiqués avec des files d'attente asynchrones, des machins, des trucs, etc., etc. Puis tu te retrouves avec un site avec juste du HTML, CSS, un bout de JS à déployer. Tu fais, ah, c'est cool quand même. C'est quand même pas mal. Là, mais c'est ça qui est cool. Après, bon, c'est vrai que si tu le vois dans son ensemble, c'est plus complexe parce qu'au final, bon, tu as le pipeline, tu as du coup, bah, comment je fais pour mes images, comment je fais Bien pour du sûr. coup deploy, comment je fais pour ci, pour ça. Euh, il y a pas mal de choses à appréhender, ce qui n'est pas toujours facile, effectivement. Mais c'est aussi pour ça que nous, qu'on voulait proposer ce type d'outil, c'était de dire, bon, à un moment, en fait, concentre-toi sur ton cœur de métier qui est, enfin, en tout cas pour une partie de devs qui font du site, concentre-toi en fait sur ton cœur de métier, utilise les générateurs statistiques, franchement, prise-en-toi pas, parce que c'est vraiment, c'est là qu'est l'avenir en fait. Bon, quand tu vois, en plus, tu vois, on a fait des articles sur justement sur l'augmentation du nombre de sites statiques sur les 10 000 sites les plus visités, c'est assez impressionnant en fait, quoi. Hmm. Donc, et comme d'hab, bah, les Français sont à la rue, quoi. Non, mais c'est comme d'hab, tu vois. Et c'est pour ça que nous, tu vois, on voulait aller venir un peu challenger ça, tu vois. Effectivement, on n'est pas une boîte énorme, on n'a pas, bon, voilà, un portefeuille énorme pour pouvoir foutre de la feature, de la feature, de la feature. Mais nous, tu vois, on fait le parti pris de dire, OK, on prend aussi le temps de poser les choses et de prendre du recul sur ce qu'on imagine. Hmm. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est un processus qui a été assez long, bah, parce que du coup, aussi, on jongle entre la presta et le projet. Par contre, c'est ce qui nous a permis aussi de faire des choix, en fait, qui jusqu'à maintenant, on n'a pas regretté. Ouais. Parce qu'en fait, à chaque fois, on disait, OK, on va faire ça. On faisait des POC, on commençait à poser des choses, et on n'a pas dit, on pisse de la feature, on pissait de la feature. Ouais, ouais, ouais. Et, Et et puis ça a permis vous de prendre du l'utilisez recul. pour vos propres clients en plus. Donc, Exactement, c'est ça. du coup, il y a une forme de connexion avec la réalité quand même qui est intéressant parce Ouais, que du coup, rien de mieux que d'être son propre utilisateur de son propre outil pour se rendre compte des limites ouais. ou des problématiques, quoi. Bon, après aussi, comme on connaît bien l'outil, vu qu'on l'a développé, des fois, on voit pas, on prend plein de raccourcis parce qu'on les connaît. Et puis, quand on le met entre les mains de quelqu'un d'autre, il fait, mais attends, comment tu fais ça? Mais Ouais. bon, ça c'est justement avec les bêtas privés que vous faites en ce moment, où j'imagine que vous avez des remontées Oui, oui, on a d'utilisateurs. des remontées. Ouais, ouais, bah, tu vois, il y a des petits problèmes à droite, à gauche. On a des choses, tu vois, au niveau de l'UX sur lesquelles on n'avait pas appuyé, sur lesquelles on n'avait pas trop travaillé, parce que justement, c'était plutôt concentré au début sur les interfaces utilisateurs finaux. Ouais. Au début, on voulait vraiment aussi poser l'écosystème, faire en sorte que tout s'imbrique correctement. Donc, en fait, tu vois, il y a des choix qu'on a fait au début au niveau de l'interface. Voilà, c'était pas chiadé, quoi, tu vois. Et petit à petit, en fait, on a fait évoluer pour qu'en fait, on se dise, ah, bah, maintenant, en fait, on va donner l'accès à nos utilisateurs. Du coup, bah, il faut qu'ils aient une interface qui soit agréable, Hmm. compréhensible. Ensuite, tu donnes l'accès à des devs. Bah, du coup, il faut que tu soignes les interfaces un petit peu, etc., sur la partie configuration. C'est, tu vois, de là, l'éditeur visuel et ainsi de suite. Hmm. Euh,
et en fait, tout se construit comme ça au fil de l'eau, quoi. Et en tout cas, on n'a jamais dit on veut sortir de la feature pour sortir de la feature. On a toujours essayé de prendre pas mal de recul sur ce qu'on imagine. Parce que, comme je te disais, moi, c'était un parti pris. Alors moi, c'est mon cas, mais c'est pas le cas des gars de l'équipe. Moi, j'ai fait le choix de ne pas aller étudier la concurrence. En fait, c'est vraiment un choix que j'ai fait. C'était de dire, moi, je veux pas voir en fait comment eux ils résolvent cette problématique-là, tu vois. Je veux qu'on puisse en fait se laisser l'opportunité de la résoudre d'une façon qui n'est pas forcément la même que les autres, quoi, tu vois. Et c'est ce qui a aussi donné lieu à certaines fonctionnalités qui sont assez originales. Je te montrerai un petit peu après sur la partie CI et comment on a imaginé la chose, quoi. Ça marche. Alors, tu vois, dans le chat, je vois qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver, Eddy, qui nous pose la question Symfony. Tout à l'heure, Jérôme nous expliquait qu'une partie du back-end, en tout cas certains microservices, c'est du Symfony API Platform. Le front est fait en React. Et Jérôme, si tu veux bien, moi, je suis assez curieux de savoir, une fois qu'on voilà, on a publié un article et qu'on appuie sur le bouton publier, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus derrière Tout à l'heure, tu nous parlais de GitLab CI, mais vous avez votre propre CI. Donc voilà, si tu peux nous en dire un peu plus, je pense que ça peut intéresser du monde, moi le premier. Ok. Là, ce que je vais te montrer, c'est que je vais te faire une petite publication. Donc là, en fait, à l'heure actuelle, quand tu initialises le site sur la plateforme, en fait, tu peux choisir le service de CI que tu utilises. Par défaut, on propose la nôtre parce qu'elle est un peu plus performante, mais tu peux switcher. Et en fait, quand tu viens switcher, donc ce que je vais faire, c'est que je vais te lancer du coup une phase de build. Là, à l'heure actuelle, je l'ai branché sur GitLab CI. Ok. Donc, je vais te lancer parce que là, du coup, tu vois, il nous dit que dans l'environnement de prévisualisation, on a 3 modifications à appliquer, quoi. Donc, je peux lancer en gros mon déploiement. Donc, tu vois, là, il est en train de nous mettre en attente. Donc là, il est en queue. Et si on regarde en fait au niveau du coup de notre dépôt Git, du coup, ce qu'on fait nous pour déclencher, c'est juste qu'on vient justement merger dans des branches un peu spéciales qui correspondent à un environnement. Donc, tu vois là, en fait, on a le pipeline qui se lance et qui va venir s'exécuter. Donc je vais pas vous streamer forcément tous les logs, mais tu vois là, justement, tu as le runner, c'est un tout petit peu long quand même à se lancer. Tu vois justement que là, il n'a toujours pas démarré. Si tu veux, là, quand tu le passes chez nous, ça prend vraiment quelques secondes. Parce qu'il faut le temps qu'il poule l'image Docker, qu'il la démarre, etc. C'est ça. Alors, ça peut être plus rapide si tu as tes propres runners à toi et qui sont bien optimisés, ça démarre plus vite, mais si tu es sur gitlab.com, ça peut être un peu long. Ouais, c'est ça. En fait, on aurait pu optimiser. En fait, si tu veux, on aurait pu optimiser toute la partie CI chez GitLab ou chez GitHub. Mais on s'est dit, en fait, c'est pas forcément notre objectif. Si un développeur veut utiliser la CI de GitLab ou de GitHub, c'est son choix, il n'y a pas de problème. Mais par contre, du coup, s'il veut que le process de build, tu vois, là, il l'a starté. Et là, il est en train de construire le bousin, quoi. Donc, tu vois, là, il est en train de lancer. Je vais te montrer un petit peu comment ça marche derrière. Et ce qui est intéressant, là aussi, à observer, c'est que tu vois, nous, en fait, on te propose le manifeste GitLab, quoi. Automatiquement, si tu choisis GitLab, on te génère le manifeste, quoi. Ok. On va te générer le manifeste. Et on va justement, tu vois, en fait, on a des appels au webhook qui permettent justement de mettre l'état. Tu sais, derrière, ça marche avec Mercure, j'imagine que tu connais. Et du coup, voilà, ça va venir taper l'API webhook et changer l'état en fait de la tâche qui est en cours pour modifier l'état. Et du coup, venir informer l'utilisateur qu'il y a quelque chose qui se passe quoi, derrière, quoi, tu vois. Donc là, on voit qu'elle est en cours, qu'elle a bien démarré. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, ce qu'on a fait, en gros, je ne sais pas si tu connais ce petit truc-là, Earthly. Non. Ok. Eh ben, tu vas être content. Parce que c'est... en fait, nous, pourquoi on a fait ce choix-là? En fait, à un moment, on s'est dit, si tu veux, nous, on a plusieurs problématiques, c'est-à-dire qu'on veut supporter plusieurs SSG, on veut supporter plusieurs systèmes de CI. T'imagines bien qu'en termes de manifeste, ça commence à devenir compliqué, quoi. Parce que du coup, il faudrait avoir du code sur tes manifestes GitLab ou GitHub Action, etc. Pour chaque SSG, c'est une purge. Du coup, en fait, on s'est intéressé un peu à ce qui se faisait en fait au niveau pipeline, et on a découvert cet outil-là, Earthly, qui est hyper intéressant, qui est en fait un mix entre en tout cas le manifeste que tu vas générer avec Earthly, qui est un mix entre du Dockerfile et du Makefile. Ok. Donc si tu veux, nous, notre plateforme, elle va venir générer ton manifeste Earthfile.
Bon, là, on n'a pas la coloration syntaxique, mais tu vois, ça ressemble très fortement en fait à un- un- un Docker, un fichier Docker, et un Makefile, parce que du coup, en fait, c'est ce qu'ils appellent, pareil comme dans Make, des targets. Ok. Chaque target, en fait, elle va être exécutée dans un conteneur. Donc ça, c'est assez intéressant parce que du coup, nous, tu vois, ça nous permet en fait d'avoir un seul manifeste pour chaque SSG et en fait de dire, ah, quand tu es sur GitLab ou sur GitLab, d'utiliser en fait l'image Heartsley qui va, elle, exécuter du coup les Oui, en tâches. gros, tu fais une abstraction de. En fait, finalement, dans ta GitLab CI ou ton GitHub Action, juste tu démarres un conteneur qui, lui, après, prend le manifeste Heartsley et va exécuter. Exactement. Un peu C'est comme le exactement ça. projet, il y a quoi? Il y a Dagger qui fait ça un petit peu. Exactement, ouais, bah, c'était les deux projets qu'on avait étudiés, c'était Dagger. Alors apparemment, Dagger a pas mal évolué, mais nous à l'époque, si tu veux, quand on l'avait étudié, parce que ça fait un moment quand même qu'on a étudié ce truc-là, et Dagger, c'était une catastrophe, quoi. Enfin, Ah, c'était pas encore prêt, quoi. non, c'était pas du tout prêt. La syntaxe, elle était hyper complexe, alors que là, si tu veux, bon, tu regardes la syntaxe, voilà quoi, Swift list, from Swift, enfin tu vois, Ouais, c'est c'est très lisible. très simple, Ouais, c'est ouais. très simple à lire pour un dev quoi, il n'y a pas de problème quoi. Donc tu vois en fait là, tu as des targets qui vont appeler d'autres targets et ainsi de suite et tu vas pouvoir du coup comme dans un fichier make, tu vas pouvoir enchaîner les Enchaîner les targets. tâches, ouais. Ouais, donc ça c'est assez intéressant et tu vois là vu qu'on est sur, on a choisi du coup moi quand j'ai initialisé le site, j'ai dit que je suis sur un projet Astro. Et du coup en fait là si tu veux bah là, du coup, ça, alors là, on a mis des petits helpers, on s'en fout. Mais là, tu vois, tu as la tâche de build, quoi. Donc là, Ok. en gros, tu as l'environnement, tac, hop, tu dis d'où je viens, node, le wardir, tu peux gérer une petite partie de cache, tu copies-colles du coup ton code source et tu lances ta tâche de build. Et après, tu saves ton artefact. Et après, nous, l'artefact, justement, on va venir récupérer et envoyer justement dans ce que je te disais, les buckets. Du coup, là, ce que je te disais, c'est que nous, on a préparé tous les buckets pour marcher avec le client Swift, en fait, qui est du coup le client officiel, entre guillemets, avec OpenStack. Ok. Donc, en fait, tu vois, on a toute la partie Swift qui est câblée là. Mais en fait, si tu voulais le faire avec du S3, en gros, ça serait juste des nouvelles Oui, tâches. il faut adapter ça ici, quoi. Ouais. C'est ça. Un jour, on le fera. Mais en tout cas, le dev a l'opportunité aussi de le faire. Il pourrait Ok. très bien adapter ce truc-là et s'il veut utiliser un bucket Oui, parce que S3. finalement, vous fournissez, vous, le manifeste de base préconfiguré, mais C'est ça. le dev à la main, le ou la dev à la main sur le manifeste, quoi. Merci, quoi. Comme je te disais, c'est vraiment notre état d'esprit, c'est de laisser la main au maximum au dev, quoi. C'est vraiment qu'à chaque endroit, il puisse intervenir comme il le souhaite, quoi, et utiliser les outils qu'il veut aussi, quoi. Et ça, c'est assez intéressant parce que tu vois, Jekyll, tu connais, hein, du coup, c'est avec du Ruby, etc. Et des fois, tu te dis, bon, bah, tu sais, tu as toute la partie Ruby, les gemmes, les machins, c'est un peu chiant. Et du coup, bah, tu vois, tout ça, on l'a intégré, quoi, nous, dans notre système, quoi. Donc, Et puis ça pareil te pour permet. Hugo, tu as déjà toutes les dépendances qui vont Oui. bien. Pareil Hugo, pour. c'est simple, parce qu'au final, tu as un binary, quoi. Donc, en fait, Oui. tu te fais pas chier, quoi. En fait, tu le télécharges. Enfin, tu pars de l'image Hugo, tu appelles le binaire et ça marche, quoi, tu vois. Tu rentres les données dedans, ça construit, puis c'est bon, quoi. Et du coup, nous, ça, c'est un choix qu'on est assez content. Bon, le projet, il est en stand-by pour le moment. Là, ils sont en train de chercher des gens pour continuer à maintenir le Heartsley. Parce que, bon, ceux qui sont intéressés pour aller voir un petit peu ce que c'est, je les laisserai aller voir. Mais en fait, ils étaient partis sur tout ce truc-là qui est complètement open source. Et ils avaient justement plus ou moins un service SaaS, il me semble, qui Ok. permettait justement de faire du pipeline, quoi, en fait. Oui, en gros, tu branchais ton. En gros, il te donnait des workers pour exécuter C'est ça. les tâches, quoi. Bon, il y a des gens Ouais. dans le chat qui ont l'air intéressants. Ils m'ont dit on vote pour une prochaine vidéo sur Earthly. Donc, tu vois. Ah bah là, il faudra que mon collègue vienne nous aider parce que là, c'est mon collègue aussi c'est Lucas là, qui avait pas mal creusé cette partie-là et c'est lui qui est vraiment expert sur cette partie-là, quoi. Ok. Mais oui, ce sera avec plaisir. Mais comme tu m'avais proposé aussi, tu sais, tu m'avais dit, tu seras tout seul ou tu seras avec eux? Je t'avais proposé, ils n'étaient pas trop chauds, ils n'étaient pas trop. Mais sinon, on le fera, mais ils montreront peut-être pas leur visage, tu vois, juste à l'oral. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oh, il me laisse cette tâche ingrate. Donc voilà, donc ça c'est assez cool parce que ça marche plutôt bien et nous ça nous permet en fait de faciliter en fait la maintenance de nos manifestes, quoi. Et c'est ce qui nous permet aussi, tu vois là, je te montrerai après, de switcher assez facilement en fait de système.
Je vais te montrer après, parce que je te fais la démo en passant sur notre CI. Donc là, je vais revenir quand même un petit peu sur l'exécution du pipeline. Hein. On va voir un petit peu ce qui s'est passé, en espérant que tout aille. Oh, c'est bien, ça a marché. Tu vois, j'ai eu quelques failles. C'est vert, c'est beau. C'est bon, c'est vert. Alors, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe. Après, Donc, on va pas se le cacher. Hein. Débugger une GitLab CI, c'est très très long. Ouais, on a tous connu les 25 CI qui sont en rouge. que tu lances. Et c'est un peu chiant. Mais tu vois, là, on a quand même 3 minutes quoi, pour aller builder un astro et pour l'uploader. Donc, moi, c'est pas satisfaisant pour nous. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a fait le choix d'intégrer cette partie-là pour en fait pouvoir avoir un contrôle fin dessus et vraiment avoir des temps de build optimisés. Et du coup, là, en fait, on peut aller regarder, on peut aller consulter, tu vois, le résultat. Donc là, en fait, j'ai cliqué sur voir le site, tu vois, sur l'environnement. Et du coup, là, on se retrouve avec les résultats du build uploadés dans le bucket. Okay. Et ce qu'il faut, justement, je reviendrai un petit peu dessus sur l'architecture en microservices, parce que là, tu vois, nous, on a un proxy, en fait, entre les deux, entre le bucket et du coup, en gros, tu vois, là, on a notre nom de domaine. Ah oui. Donc, nous, en fait, on a un proxy entre les deux qui nous permet en fait de générer automatiquement les certificats SSL, de générer de toute la gestion du cache. Elle est tout intégrée en fait de notre côté, ce qui permet d'éviter d'aller requêter en permanence le bucket et aussi de générer automatiquement du coup les certificats SSL. Oui, puis j'imagine que le temps de basculer sur l'ancienne version et la nouvelle version, lui, il fait la redirection au bon moment. Ouais, c'est ça. La nouvelle version, et nous, ce qui est intéressant avec le proxy, c'est que ça nous permet aussi d'avoir un contrôle sur tu vois, la configuration des erreurs, 404, la configuration des redirections, etc. Donc là, nous, tu vois, on n'a pas finalisé ce truc-là, mais ce qu'on veut, c'est qu'à terme, quand tu as un changement de permalink, etc., que tu aies une redirection automatisée de ton contenu et que tu aies en fait dans ton interface un endroit, ici, tu vois, redirection, et que tu aies la liste de toutes tes redirections, et que tu aies un contrôle fin en fait, sur tes redirections. Donc en fait, l'interface viendra dialoguer avec justement le microservice de Reverse Proxy qui permettra en fait de faire tes configurations aussi de ton serveur. En fait, ça marche. De ton serveur HTTP. Et vous utilisez quoi comme Reverse Proxy par curiosité? Là, du coup, nous, on a un truc custom. Hein, donc, c'est en gros, on a une API sur celui-là. Je crois celui-là, il est en Node, si je te dis pas de conneries. Donc, tu as une API Node basique qui te permet justement d'aller contrôler. Et derrière, en fait, tu as du CADI qui te permet de générer automatiquement les certificats. Et du coup, de faire le proxy entre les deux coins. Donc, tu as un contrôle via API qui te permet justement de générer des fichiers de configuration CADI, etc. C'est comme ça que ça marche. Donc, ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est que vraiment, là, on a cette notion de proxy. Je vous ai parlé du coup de Tumbar. Donc, en fait, on a le microservice Tumbar. On a le microservice CI. Donc, ça, c'est pareil. La CI, c'est un microservice. Celui-là, c'est du Bun avec un Elesia. Donc, du coup, ce truc, c'est assez intéressant parce que justement, tu vois, typiquement, là, je vais te passer sur la CI. Donc, cet écran, je ne vous l'avais pas montré, mais ça, c'est un peu toute la configuration de ton site. Donc là, tu vois, tu retrouves un peu tes informations de connexion, ton dépôt edit, etc. et ton paramétrage. Là, du coup, en fait, vu que j'étais sur GitLab, j'ai quelques secrets à renseigner à l'intérieur de ma CI. Donc, le token et le password de ton conteneur de preview, de production, et ainsi de suite. Tu vois. Donc, tu vois, ce qui est un peu chiant aussi, parce que du coup, tu es obligé, en fait, quand tu passes sur GitLab, d'aller configurer tes secrets, et ainsi de suite. Oui, c'est-à-dire de faire de la saisie de credential dans Yama CMS et dans les variables CI/CD côté GitLab. Quoi. Non, ça, on te les génère automatiquement. En fait, quand tu initialises ton site, on te génère tout ce qu'il faut, on te crée les buckets chez OpenStack, etc. On te les met à disposition. Et par contre, du coup, après, on te fournit du coup le password que tu dois renseigner dans ta CI et du coup, qui fait le lien entre du coup ton manifeste GitLab. Et tu vois, nous, ce qu'on propose là, c'est automatiquement, tu n'arrives pas à le configurer ou c'est un peu la merde, vas-y, active la nouvelle CI. Donc, tu vois, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi lui demander de supprimer ma configuration GitLab CI pour éviter qu'il me lance 2 fois le pipeline en passant sur la nôtre. Ah bah oui. Parce que sinon, sinon, il va te lancer la nôtre et l'autre. Donc, tu vas avoir pas mal de pop-up qui vont se lancer. Donc là, on va lui demander de l'activer et de lui supprimer notre config. Ah, une pépite. Ah non, c'est juste ça fait longtemps que je suis dessus.
Alors, voyons voir si je recommence. Allez, activer. Voilà. Eh ben, ça marche pas. Eh ben, je suis content. Eh ben, je peux pas te montrer ma CI, je suis content. C'est normal. Écoute, moi, je dis que tout s'était trop bien passé jusqu'à présent, à part notre couac de vidéo, mais je veux dire, c'était trop facile, quoi. Sinon, c'est pas Ah bah ouais, rigolo, quoi. c'était trop simple. Je te montrerai du coup sur un autre site comment ça fonctionne, parce que ce qui est intéressant en fait avec Elesia, c'est que tu peux récupérer en fait un stream. Et du coup, en fait, automatiquement, tu vois, là, les logs, ils sont ici. Mais tu peux pas en fait consulter on récupère pas les logs de GitLab. Donc du coup, c'est un peu chiant parce que du coup, si tu veux débugger, tu es obligé aussi d'aller chez GitLab Ouais, pour aller ouais. regarder un petit peu ce qui s'est passé. Donc c'est un peu problématique, c'est un petit peu relou quoi. Du coup, là c'est con parce que je peux pas te le montrer directement sur celui-là et du coup on va avoir des temps de build qui vont être un peu relous. Donc c'est dommage. Mais je vais te montrer sur un autre outil comment ça marche. Enfin sur un autre site qui est configuré avec notre CI. Comme ça je pourrais te montrer un petit peu Est-ce que comment tu veux ça que marche. j'enlève ton écran le temps que tu switches? Je sais pas si t'as des... Non, non, il n'y a rien Non, de, c'est y a bon. rien de spécial y a rien de spécial à cacher, t'inquiète. Du coup, donc ce que je te disais tout à l'heure, c'était vraiment qu'on nous on a une vision en fait microservice et nous dans ce qu'on souhaite promouvoir aussi, c'est-à-dire qu'on veut open sourcer. En fait. C'est ce que je te disais, je crois qu'on s'est eu voilà, là, il y a quelques jours. On veut open sourcer. Mais par contre, on a fait le choix en fait de se dire, nous, ce qu'on veut, c'est que en fait le cœur on veut garder la main dessus et potentiellement en fait c'est un peu merdique en fait à ouvrir parce qu'il y a des dépendances, c'est complexe à mettre en œuvre, etc. avec tout le reste de la stack. Du coup, ce qu'on a fait comme choix, c'est de dire en fait notre cœur restera fermé. Par contre, l'ensemble des microservices qui vont venir tourner autour seront en fait ouverts. On Ok. va tous les ouvrir à terme, hein, donc petit à petit. Donc là, on en a un qui est en cours, du coup, qui est financé par Enelnet. Du coup, je ne sais pas si ça te parle. C'est une fondation en fait qui récupère des fonds européens et qui permet du coup de promouvoir le logiciel open source. Ok. Cool. Ouais, c'est plutôt cool. Bah, du coup, il y a Framasoft qui passe aussi pas mal par cette fondation en fait pour financer, tu sais, Peertube. Oui. Donc Peertube est pas mal financé en fait par cette fondation. Et du coup, là, ils vont nous financer un développement d'un microservice, du coup, d'analytics. Du coup, nous, c'était pareil, on avait besoin en fait d'un microservice pour en fait proposer directement dans le dashboard des statistiques. Il y a pas mal de trucs qui existent, mais nous, ce qu'on voulait faire, en fait, c'est de proposer déjà une solution qui était intégrée et aussi une solution en fait qui va venir. Bon, Matomo le fait, mais Matomo c'est une usine à gaz quand même, c'est quand même assez gros. Oui, c'est Mais très nous, gros. Ouais. ouais, c'est très gros. Mais ce qui est intéressant avec Matomo, c'est que tu peux quand même dire, ok, moi ce que je veux, c'est juste parser les logs HTTP. Parce que nous, c'est ça qui nous intéresse en fait. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de dire à un moment, on ne veut pas que les utilisateurs, enfin, en tout cas, déjà que le dev ait besoin de rajouter un script JS pour pouvoir, en fait, qui va alourdir la page et qui potentiellement va venir traquer les actions utilisateurs. Bon, Matomo, tu peux contrôler un peu ce que tu vas venir traquer, autoriser, etc. Mais tu vois, bon, ces trucs-là, bon, ça vient traquer, on n'est pas trop pourquoi. Donc nous, on préfère en fait que ce soit quelque chose qui soit complètement transparent et que, en fait, derrière, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fournir des stats, mais que à partir des logs HTTP. Ça me fait Donc, penser, il y a un projet peut-être que tu connais qui s'appelle GoAccess, GoAccess, ouais. qui est un super outil en CLI. Et comme son nom l'indique, son seul job, c'est de manger les fichiers d'access log, que ce soit Apache, Nginx. Alors, je ne sais pas s'il fait les caddies, je ne sais pas s'il Ouais. mange les scripts, enfin les logs caddies, mais ça m'est déjà arrivé dans le passé d'utiliser ça pour des cas particuliers, pour comprendre un pic de trafic à un moment particulier. Et on n'avait pas spécialement d'outils. Pas de Matomo ou d'autres choses, tu vois, pour bien comprendre. Et ça, c'est vrai que ça fonctionnait bien. Donc, je pense que c'est une bonne idée. Ouais, bah, en fait, et puis l'idée, c'est aussi de venir le packager, tu vois, sous forme d'image de cœur, etc. Et en fait, d'avoir un truc assez simple à mettre en œuvre, en fait. Parce que nous, du coup, l'idée, c'est aussi de l'ouvrir. Donc, du coup, tu auras une partie vraiment, une application packagée, dockerisée, quoi. Et on va sûrement faire un petit, parce que nous, on va proposer un module, du coup, dans le back-office pour pouvoir visualiser les stats. Donc ça, c'est pareil, ce sera un module qui sera ouvert.
Et ce qui permettra en fait assez facilement pour les développeurs en fait d'intégrer ça. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même le focaliser sur les logs Caddy. Après, bon, c'est une possibilité qu'on puisse venir manger d'autres types de logs. À voir. Nous, le besoin prioritaire, il est sur Caddy. Je ne sais pas s'il y a des outils qui viennent déjà manger les logs Caddy. Donc, Peut-être. on va se focaliser sur cette problématique-là. Et après, potentiellement, on verra en fonction des besoins et des demandes en fait, de la communauté. Potentiellement, on viendra rajouter des choses, quoi. Donc on verra. En tout cas, c'est dans la roadmap de l'analytique. Donc là, juste pour être transparent avec ta commu, c'est le projet sur lequel on bosse en ce moment, c'est ce truc-là. Donc voilà. Et du coup, pour en revenir sur cette architecture en microservices, nous, ce qu'on avait à cœur de faire, donc, c'est d'ouvrir les microservices. Et c'est pas parce qu'on a déjà eu la remarque de dire ouais, c'est un SaaS déguisé ou je sais plus quoi. Enfin, je sais plus trop quel type de remarque on a eu. Parce que nous, en fait, ce qu'on veut proposer, c'est un modèle un peu spécial. Donc, c'est un modèle qu'on a vu nulle part ailleurs, ce qu'on nous on a appelé le SaaS, mais SaaS, donc Software as a Self-Service. Et c'est de dire à un moment, en fait, tu as un cœur, tu as des conditions d'utilisation de l'accès à la plateforme. On branche automatiquement. En fait, tu auras le choix, en fait, quand tu crées un site sur la plateforme, de dire moi, je veux du all-in-one, je ne vais pas me faire chier, je pars, tu me fournis le Tumblr, tu me fournis la CI, tu me fournis ci, ça, je ne me prends pas la tête. Et je prends tout en mode SaaS. Et en fait, dans ton offre, ça sera assez clair, c'est-à-dire j'utilise la CI en SaaS, j'utilise le Tumblr en SaaS, j'utilise les buckets. J'utilise les buckets, j'ai besoin de buckets. Tu composes finalement avec le niveau de ce que tu veux déléguer ou de ce que tu veux garder toi chez toi, quoi. Exactement. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant parce que, tu vois, moi, il y a un truc qui me dérange avec le SaaS, c'est la lecture, en fait. C'est à la fin, c'est qu'est-ce que tu payes, tu vois. Et c'est difficile parce que, tu vois, nous, on va avoir un modèle hybride, c'est-à-dire, en fait, à un moment, on va proposer des choses où, en fait, ça sera au volume. Si tu es en mode 100% SaaS, ça sera au volume. Ouais. Donc, en fonction de ce que tu consommes, tu pourras prendre un forfait, une sorte de forfait un peu illimité, entre guillemets, pour pas avoir de mauvaise surprise. Ou alors, tu viens composer, quoi. Tu sais que tu as des gros besoins en CI parce que ton process, il est long ou parce que j'en sais rien, ou peu importe, en fait. Mais donner l'opportunité aux gens de dire, OK, moi, je compose. J'ai besoin de tel service ou de tel service parce que j'en ai besoin en fait sur un autre outil parce que je peux l'exploiter aussi. Je peux mutualiser ailleurs, quoi. C'est ça. Je peux bien mutualiser. Et du coup, en fait, tu pourras avoir le choix. Tu dis, OK, en fait, moi, je vais utiliser telle instance. Et cette instance, c'est la tienne que tu viens self-host, en fait, quoi. Ce qui permettra, en fait, je trouve, d'amener de la souplesse et aussi de la visibilité, tu vois, de la clarté, en fait, dans le fonctionnement de l'outil. Et nous, ce qui nous permet, en fait, de contribuer tout en gardant la main sur le cœur et en disant attention, on est OK pour que vous self-host vos services. Par contre, si tu utilises notre cœur et que en fait il y a un gars qui fait du SaaS avec notre offre, on t'interdit l'utilisation de notre truc. C'est soit tu le self-host, tu te débrouilles en interne, il n'y a pas de problème, c'est aucun souci pour ça. Par contre, si le mec il nous fait la concurrence en disant tu vois, même Amazon, quoi, ça a été souvent en fait c'est souvent le cas. Ouais. C'est ça, c'est souvent le cas. Et du coup, nous, avec ce modèle-là, en fait, on a trouvé une parade en disant voilà, nous, notre cœur, c'est ça, il y a des conditions d'utilisation. Elles sont celles-là, c'est fermé. Les microservices sont ouverts avec des licences, parce que je te disais, assez ouvertes, pas de problème. Par contre, voilà, tu as des conditions d'utilisation de la plateforme. Donc, nous, on te permet de l'utiliser, de piocher à l'intérieur. Et puis même, en fait, si à un moment, tu as besoin d'un CMS, et en fait, tu peux, si nos microservices t'intéressent, en fait, viens composer ta stack, en fait. Complètement. Nous, ça nous permet de garder la main, tout en évitant, tu vois, les polémiques à la con qu'il y a eu avec, tu vois, WP Engine. Enfin, bref, à chaque fois, en fait, quand tu as un mastodonte qui arrive et qui exploite une solution, après, en fait, voilà, il l'exploite et il contribue pas forcément, ou alors il contribue, mais de façon détournée. Enfin, bref, en tout cas, ça fait toujours polémique, ça pose toujours des problèmes. Donc, en fait, nous, on a imaginé ce modèle-là qui nous permet aussi, enfin, voilà, nous, en tout cas, je trouve que, tu vois, par rapport à ce qu'on veut promouvoir, parce que notre philosophie, c'est parfait, quoi. C'est clair. Donc, c'est clair. C'est vraiment un truc qui est cool, quoi, pour nous. Écoute, Jérôme, je pense que c'est un beau mot de la fin. Ouais. Okay. Merci pour le temps que tu nous as accordé. Cool. J'ai vu plein de messages dans le chat. Alors, je ne les ai pas lus au fur et à mesure, mais il y a eu pas mal de réactions.
Et si les gens sont intéressés par le produit, comment est-ce que la bêta privée, on peut y accéder facilement? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des dates pour une bêta un peu plus ouverte? Est-ce que tu as des... Alors, ouais. Alors, on avait annoncé la bêta publique pour juillet. Mais pour être transparent, on n'arrivera pas, on pourra pas. On pourra pas la tenir là sur juillet parce qu'en fait, on a eu un problème, c'est qu'aussi, à partir du moment où on a annoncé la bêta publique, tu vois, on a eu moins de demandes sur la bêta privée. Ah bah oui, les gens se sont dit, je vais attendre, ça va ouvrir. Oui, bah oui, c'est logique. C'est ça. Mais du coup, je pense qu'on pourra pas tenir les délais, c'est même sûr, en fait, c'est même pas, je pense, c'est sûr. Parce que comme je te disais, on switch entre les deux, donc compliqué. Donc là, pour le moment, on ne sait pas, on va voir. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a cet analytics, il y a quelques features qu'on va ajouter encore, et c'est surtout justement nous, ce qui nous manque encore vraiment pour la bêta publique, en plus des features qu'on va faire, mais c'est vraiment ce processus d'initialisation, tu vois, en mode clic facile, et c'est justement le truc sur lequel je voulais t'emmener, c'était la problématique du thème, parce que en fait, il faut que je te montre en local juste vite fait. En fait, nous, ce qu'on veut faire, c'est donner l'opportunité aux développeurs en fait de créer des thèmes, en fait, mais avec la techno de leur choix. C'est-à-dire, ils peuvent créer un thème avec un Astro, avec un Go, avec ce qu'ils veulent, et en fait, ils vont pouvoir venir l'héberger sur un Git, etc. Et automatiquement, nous, en fait, on aura une forge logicielle. Le gars, en fait, s'il veut partager son thème, il le met dans la forge. Tu as la personne qui va dire « Ok, j'initialise un site », ça viendra forquer le projet, ça vient d'initier tout le back-end de la plateforme et son truc sera opérationnel en fait. Et du coup, en gros, on a des trucs, en fait, on a des choses, on veut faire un peu de l'édition live, etc. Mais en fait, on a imaginé tout un truc en fait, voilà, sur la thématique des thèmes qui nous permet de faire des trucs assez sympas. Je vais juste te montrer une démo parce que sinon mon collègue il va être deck parce que c'est un truc que je vais quand même te montrer, mais je vais pas m'emmerder, je vais te mettre sur la Dej. Je vais te mettre sur la Dej et je vais juste te montrer ça si tu me permets, parce que je trouve que c'est assez intéressant. C'est plus juste pour que les gens en fait puissent se projeter un petit peu. Donc c'est le thème exporteur parce qu'il me semble que je l'avais décommenté. Alors je vais juste te montrer. En plus, du coup, on n'a même pas pu passer dans le projet Astro, c'est dommage. Mais écoute, on pourra faire une deuxième édition au moment de la bêta publique, hein, quand elle sera prête. Vous êtes les bienvenus pour venir en reparler dans Code Connexion. C'est cool. En tout cas, c'est cool de laisser l'opportunité. En plus, tu vois, on ne se connaît pas, mais on habite pas loin. C'est marrant aussi, tu vois, d'un moment. Et pendant 17 ans, j'habitais encore moins loin parce que j'habitais à Grenoble. Je ne vais pas dire là où tu habites toi, mais moi, j'ai habité pendant 17 ans à Grenoble. Donc, tu vois, j'étais pas très loin. Pas loin, quoi. Et du coup, alors, est-ce que j'ai ma petite version dev là qui tourne? Mon petit Astro en local qui tourne. Oui, il y a mon petit Astro en local. Donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ah oui, je n'ai pas poolé mon dépôt. On va quand même juste pooler pour avoir quand même les petites informations qu'on a ajoutées via le CMS, en fait, quand même. Histoire de... Tout à l'heure, on a rajouté une petite page. Ah bah c'est bien, mais oui, j'aurais pas dû en fait. Aïe, bah oui, puisqu'on a typé et tout, donc c'est le bordel. Ah, le boulet, bah, tu sais ce Eh ben, tu sais quoi, ça sera pour la prochaine fois. Ça sera pour la prochaine fois. Ça sera pour la prochaine fois. On va stopper là parce qu'il se fait un petit peu tard. Okay. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai vu passer déjà pas mal de merci dans le chat. Les gens ont bien apprécié cette démonstration. Il y a même des Grenoblois dans le chat qui disent idem de Grenoble, donc coucou aux Grenoblois, hein. J'ai été 17 ans Grenoblois, voilà, mais j'ai décidé de quitter la ville et de retourner à la campagne. Moi je suis ardéchois à la base, je suis dans la Drôme aujourd'hui, ceux qui connaissent savent qu'il y a un grand débat entre les ardéchois et les dromois. Voilà, je suis un ardéchois du mauvais côté du Rhône, bref. Merci beaucoup, merci pour ton temps, c'était trop cool. Merci à toi. La vidéo sera en replay si j'ai le temps demain à la mi-journée, voilà. Comme ça, si certains ou certaines n'ont pas pu la voir, ben vous la verrez en replay. Et puis Jérôme, écoute, merci beaucoup, je te dis à une prochaine.